Je m'appelle Lydia Bennett. J'avais 28 ans quand ma mère a décidé que des vacances en Europe importaient plus que ma capacité à passer la semaine en toute sécurité. J'étais gravement affaibli depuis des jours, assez faible pour que me lever trop vite fasse tanguer la pièce sous mes pieds. Elle le savait. Elle savait aussi que je dépendais d'un traitement essentiel rangé dans une boîte de soins hebdomadaire à côté de mon lit. Le matin où elle est partie avec la famille de ma sœur aînée, je l'ai attrapée et n'ai trouvé que 2 doses. Le reste avait disparu. Où est mon traitement? Ai-je demandé. Ma mère ne s'est même pas retournée. Je l'ai mis en lieu sûr. Tu es obsédée par ça quand tu es anxieuse. Je lui ai dit que j'en avais besoin. Je lui ai dit que je ne lui demandais pas de tout annuler, juste d'attendre que quelqu'un d'autre puisse venir voir comment j'allais. Elle a fermé sa valise et a lancé « Arrête d'être dramatique ». Puis elle est sortie. J'ai entendu le peine dormant tourner depuis le couloir. Au début, je n'y ai pas pensé. L'appartement avait une vieille serrure à double cylindre, et elle avait récemment insisté sur le fait que c'était plus sûr. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que la petite clé de secours qui était normalement accrochée à côté de la porte manquait. Tout comme mon chargeur de téléphone. Le 3e jour, mon téléphone était mort. Le 4e, je n'avais presque plus de nourriture. Le 5e matin, j'ai finalement découvert où elle avait caché le reste de mes soins. C'était assez proche pour que je puisse le voir et complètement impossible à atteindre. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me dire qu'elle avait simplement été négligente. Elle avait planifié cela. Et quand elle est revenue d'Europe en souriant 5 jours plus tard, elle s'attendait à trouver la même version effrayée de moi derrière cette porte. Au lieu de cela, elle est devenue complètement blême quand elle a vu qui l'attendait. Avant de vous dire ce qui s'est passé quand elle est revenue, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait là-bas aujourd'hui. Est-ce que cela correspond à votre humeur du moment? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que votre journée vous apportera un peu de paix, un peu de force, et peut-être le rappel que votre voix compte plus que vous ne le pensez. Pendant la plus grande partie de ma vie, ma mère avait une façon de faire passer le contrôle pour de l'inquiétude. Quand j'étais plus jeune, c'était assez insignifiant pour être excusé. Elle décidait quels amis étaient de bonnes influences. Elle ouvrait le courrier qui m'était adressé parce qu'elle m'aidait à rester organisé. Elle remettait en question chaque décision jusqu'à ce qu'être d'accord avec elle semble plus facile que de me défendre. Même après avoir emménagé dans mon propre appartement, elle est restée la personne que j'appelais chaque fois que j'étais épuisé, dépassé ou incertaine. J'ai pris son implication pour de la dévotion parce qu'admettre le contraire m'aurait forcé à reconsidérer la majeure partie de mon enfance. Cette semaine-là, j'étais trop faible pour examiner quoi que ce soit de tout cela. Ma seule préoccupation était de survivre à l'heure suivante. Le premier jour, j'ai pris l'une des 2 doses qu'elle avait laissées à côté de mon lit. J'ai bu de l'eau et j'ai essayé de l'appeler. L'appel a sonné 2 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Ma sœur a répondu à un texto de l'aéroport. Maman dit que tu te reposes. On prendra des nouvelles plus tard. Cette phrase m'a dérangé. Me reposer. Comme si j'avais choisi la solitude. J'ai tapé que j'avais du mal à trouver mes affaires de santé, mais le message est resté non lu. Le soir même, la batterie de mon téléphone est tombée en dessous de 10%. Quand j'ai cherché mon chargeur, il avait disparu de la prise. J'ai vérifié la cuisine, le salon, les tiroirs, même l'armoire de la salle de bain. Rien. Je me suis souvenu de ma mère en roulant le cordon autour de sa main ce matin-là en débarrassant la table. À l'époque, j'avais supposé qu'elle le déplaçait. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Le 2e jour a été pire. J'ai mangé des crackers, bu de l'eau et essayé de dormir pour faire passer les vertiges. Quand je suis finalement resté debout assez longtemps pour fouiller la cuisine correctement, j'ai remarqué un sac blanc familier derrière la porte vitrée du grand placard. Mon nom était visible à travers le plastique. J'ai tiré la poignée. Verrouillé. Ce placard n'avait jamais été verrouillé auparavant. Un minuscule trou de serrure en laiton me fixait. Ma mère avait installé la serrure des semaines plus tôt après s'être plainte que j'étais trop désordonné. Elle avait gardé la clé. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai fixé le sac jusqu'à ce que la colère l'emporte brièvement sur l'épuisement. Elle n'avait pas accidentellement emballé mon traitement. Elle l'avait placé là où je pouvais le voir, puis avait pris la clé.
J'ai ensuite essayé ma porte d'entrée. Le loquet inférieur s'est ouvert. Le pen dormant supérieur non. Contrairement aux serrures normales des appartements plus récents, la mienne avait un vieux cylindre nécessitant une clé des deux côtés. La clé intérieure était habituellement suspendue à un crochet à 6 pouces de là. Le crochet était vide. J'ai vérifié sous le paillasson, dans le bol près de la porte, dans chaque poche du manteau accroché à proximité. Rien. Puis un souvenir a fait surface. Ma mère, debout sur le pas de la porte avant de partir, glissant quelque chose de métallique dans la poche avant de son sac à main. Une seconde, un mouvement. Je l'avais à peine remarqué. Maintenant je comprenais. J'ai frappé sur le mur en direction de l'appartement de mon voisin, mais personne n'a répondu. J'ai crié à travers la porte. Le couloir est resté silencieux. Mon immeuble était petit et plusieurs locataires étaient absents cette semaine-là. J'ai essayé les fenêtres, mais mon logement était au 3e étage et les butées de sécurité les empêchaient de s'ouvrir suffisamment pour sortir. Je suis retourné à mon téléphone, 3%. J'ai de nouveau appelé ma mère. Cette fois, elle a répondu. De la musique et des annonces d'aéroport bourdonnaient derrière elle. Le traitement est verrouillé dans le placard, ai-je dit. Et la clé de ma porte d'entrée a disparu. Il y a eu une pause. Pas de surprise, pas de confusion, une pause. Tu ne devrais aller nulle part dans ton état de toute façon. Tout mon corps est devenu froid. Tu as pris la clé. J'essaie de te protéger de toi-même, Lydia. Ouvre le placard. Dis-moi où est la clé. Elle a expiré brusquement. Je ne peux pas faire ça depuis un autre pays. Arrête de créer des urgences parce que tu es contrarié que je sois parti. Puis elle a raccroché. Le téléphone s'est éteint moins d'une minute plus tard. C'est à ce moment-là que l'histoire a changé pour moi. Jusque-là, une partie de moi avait cherché une explication innocente. Peut-être qu'elle avait déplacé les choses et oublié. Peut-être qu'elle avait attrapé la clé accidentellement. Peut-être que le chargeur s'était retrouvé dans ses bagages. Mais 3 accidents distincts ne s'organisent pas pour donner le même résultat. J'étais affaibli. Je n'avais presque plus de soins. Je n'avais pas de téléphone en état de marche. Et je ne pouvais pas déverrouiller ma propre porte d'entrée. Comment appelez-vous cela quand la personne qui dit vous protéger supprime discrètement tous les moyens que vous avez de vous en sortir par vous-même? J'ai passé le reste de cette journée à chercher dans l'appartement tout ce qui pourrait aider. Tard cette nuit-là, je me suis souvenu d'une pochette de secours que j'avais faite des années plus tôt après une panne de courant à l'échelle de la ville. Elle était enfouie au fond d'un placard sous de vieilles couvertures. À l'intérieur se trouvaient des piles, une lampe de poche, $20 et un ancien téléphone à clapet que j'avais gardé comme sauvegarde. Le forfait de service avait expiré des années auparavant, mais je me souvenais qu'on m'avait dit qu'un téléphone capable de se connecter à un réseau pouvait toujours passer des appels d'assistance. J'ai inséré une vieille batterie, maintenu le bouton d'alimentation et regardé le minuscule écran s'allumer en vacillant. Une barre est apparue. J'ai composé le numéro des services d'assistance. Quand l'opérateur a répondu, je n'ai pas dit que ma mère m'avait abandonné. Je n'ai pas raconté toute l'histoire de ma vie. J'ai donné mon adresse et j'ai dit la chose la plus simple que je pouvais. Je suis gravement affaibli. Je suis bloqué dans mon appartement. Mon traitement essentiel a été verrouillé loin de moi. Et la personne qui a pris les clés est à l'étranger. L'opérateur m'a demandé si je pouvais atteindre une fenêtre. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si je pouvais rester consciente. J'ai dit que j'essaierais. Puis elle m'a dit que l'aide arrivait. Pour la première fois en 4 jours, quelqu'un m'a entendu dire que j'avais des problèmes et a réagi comme si mes mots avaient un sens. L'attente après cet appel a semblé interminable. Je me suis assise près de l'entrée parce que j'avais peur de les manquer depuis la chambre. Finalement, des voix ont rempli le couloir. Quelqu'un a frappé fort et a appelé mon nom. Ma première réponse était trop faible. J'ai frappé la porte avec la paume de ma main et j'ai réessayé. Je suis là. Un intervenant a demandé si je pouvais déverrouiller le pen dormant. Il n'y a pas de clé. Il m'a demandé de m'éloigner de l'entrée. Le premier impact a secoué le cadre. Le deuxième a endommagé la serrure. Au troisième, la porte s'est ouverte. 2 agents sont entrés, suivis par le personnel d'assistance.
Personne n'a instantanément déclaré ma mère coupable. Ils m'ont examiné, ont examiné l'appartement, ont photographié le crochet de clé vide et le placard verrouillé, et ont confirmé que le peine dormant nécessitait une clé de l'intérieur. Cela importait plus que la sympathie. La sympathie pouvait être contestée. Les faits documentés non. Un agent a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à l'appartement. Ma mère. Savait-elle que vous étiez souffrante? Oui. L'avez-vous autorisée à verrouiller vos soins? Non. L'avez-vous autorisée à prendre la clé intérieure? Non. Je n'ai pas eu besoin d'un discours dramatique. Les faits suffisaient. Le concierge de l'immeuble est arrivé et a confirmé que la vieille serrure aurait dû être remplacée il y a des années. Puis il a mentionné quelque chose d'important. La caméra de sécurité du couloir faisait face à mon entrée et à l'ascenseur. Combien de temps les images sont-elles conservées? A demandé un agent. 30 jours. L'ambiance dans la pièce a changé instantanément. Il pouvait confirmer quand ma mère était partie et peut-être ce qu'elle transportait avec elle. Soudain, ce n'était plus seulement ma parole contre la sienne. Au centre de soins, j'ai rencontré le spécialiste chargé de m'examiner. Il ne connaissait pas ma famille et n'était pas apparu opportunément à l'appartement. Après avoir examiné mon état et mon programme de soins, il a posé des questions directes. Aviez-vous arrêté de suivre le traitement intentionnellement? Non. Un spécialiste vous avait-il conseillé d'arrêter? Non. Les soins étaient-ils accessibles? Non. Il a documenté chaque réponse. Je vais consigner les conséquences de l'interruption et votre état à votre arrivée, m'a-t-il dit. Les autorités détermineront le reste. Personne n'a eu à exagérer ce qui s'était passé. Il n'avait qu'à l'enregistrer avec précision. Plus tard, un agent est revenu après avoir visionné les images du couloir. Ma mère apparaissait quittant l'appartement avec sa valise. Juste avant d'entrer dans l'ascenseur, elle a regardé quelque chose dans sa main et l'a mis dans son sac à main. L'image ne pouvait pas identifier clairement l'objet, mais un autre angle la montrait en portant mon chargeur de téléphone avec ses bagages. Le concierge a ouvert le placard pour les agents. À l'intérieur se trouvait le sac de renouvellement de soins avec mon nom. Puis nous avons découvert que mon smartphone avait automatiquement synchronisé des messages sur une tablette encore posée sur mon bureau. Un message de ma mère envoyé la veille du vol disait « J'ai mis le reste de ton traitement quelque part où tu ne peux pas continuer à le prendre. Tu me remercieras quand tu te seras calmé. » Pendant des années, chaque fois qu'elle dépassait une limite, elle transformait sa décision en ma faiblesse. Elle n'était pas contrôlante. J'étais irresponsable. Elle n'était pas méprisante. J'étais hypersensible. Maintenant, ses propres mots avaient un horodatage. L'agent a demandé si je voulais que le message soit ajouté à ma déclaration. Mon premier instinct a été l'hésitation. Cela m'a effrayé. Même après avoir été sorti d'un appartement que je ne pouvais pas déverrouiller, j'étais toujours conditionné à la protéger des conséquences. J'ai regardé à nouveau la capture d'écran. Incluez-le. Cette décision ne concernait plus la survie. Elle concernait ce qui se passerait après avoir survécu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 appels d'un numéro international. Le message vocal de ma mère semblait contrôlé, presque joyeux. Lydia, j'entends que tu as créé toute une situation. Appelle-moi avant de dire quoi que ce soit d'autre à qui que ce soit. Il y a des malentendus ici qui peuvent être réglés en privé. En privé avait toujours été l'un de ses mots préférés chaque fois que la responsabilité apparaissait. Les problèmes de famille étaient privés. Ses insultes étaient privées. Mes objections étaient privées. Tout ce qui la faisait paraître sous un mauvais jour devait rester derrière des portes closes. J'ai sauvegardé le message vocal au lieu de l'appeler. Cet après-midi-là, les agents ont pris une déclaration plus complète. Leurs questions sont restées ciblées. Qui détenait les clés? Qui a installé la serrure du placard? Quand avais-je vu les affaires de santé pour la dernière fois et si ma mère avait déjà restreint l'accès aux soins auparavant? Cette dernière question a déclenché 3 brefs souvenirs. Ma mère fermant un placard des années plus tôt et me disant « Tu deviens confuse quand tu es stressée ». Ma mère prenant un flacon de soin de ma main lors d'une autre période de fatigue et décidant quand je devais prendre ce qui avait été recommandé. Ma mère disant à un parent « Lydia panique, je dois gérer les choses pour elle ».
Aucune longue explication d'enfance n'était nécessaire. Le schéma était déjà là. J'ai donné aux agents des messages plus anciens qui étayaient ses souvenirs. Puis Rachel a finalement appelé. Entendre la voix de ma sœur a libéré une colère que j'avais été trop épuisé pour ressentir. Maman dit que les gens ont défoncé ta porte parce que tu as paniqué. Elle a dit que même maintenant, ma mère avait transformé mon aide en preuve que j'étais instable. Tate dit qu'elle avait pris ma clé. Silence. Quelle clé? La clé dont j'avais besoin pour ouvrir le pen dormant de l'intérieur. Rachel a hésité. Elle a dit qu'elle a verrouillé la porte parce que tu dormais et qu'elle ne voulait pas que quelqu'un entre. Une serrure qui empêche les étrangers d'entrer ne nécessite pas de retirer la clé dont j'ai besoin pour sortir. Elle n'a rien dit. Tate dit qu'elle avait verrouillé mon traitement. Elle a dit que tu en prenais trop. Est-ce qu'un spécialiste lui a dit ça? Non. Tate dit qu'elle avait pris mon chargeur? Une autre pause. Elle a dit, ton téléphone te rendait anxieuse au point. 3 explications, toutes qualifiées de protection, produisant toutes le même résultat. Rachel a murmuré, je ne savais pas. Je la croyais qu'elle ne savait pas tout, mais elle avait accepté l'histoire de notre mère parce que l'Europe était plus facile quand la sœur restée à la maison était simplement dramatique. Avant de terminer l'appel, Rachel s'est souvenue de quelque chose d'autre. À l'aéroport, notre mère avait plaisanté en disant que je serais enfin forcée de me reposer parce qu'elle avait supprimé les distractions. Rachel pensait qu'elle parlait de mon téléphone. Son mari l'avait entendu aussi. Je leur ai demandé à tous les deux d'écrire exactement ce dont ils se souvenaient avant d'en discuter avec elle. Rachel a demandé, es-tu en train de monter un dossier contre maman? Je m'assure qu'elle ne réécrive pas ce qui s'est passé. Leurs messages sont arrivés plus tard cet après-midi-là. Le même jour, un assistant du centre de soins m'a aidé à vérifier qui pouvait accéder à mes informations et parler en mon nom. Le nom de ma mère apparaissait partout. Je l'ai retiré. Contact de secours, autorisation de délivrance de soins, accès au dossier, arrangement pour la clé de rechange. Son pouvoir n'était jamais venu d'une seule décision énorme. Il provenait de douzaines de petites autorisations que j'avais cédées parce que dire non semblait cruel. Je les ai révoquées une par une. Avant de partir, les agents m'ont dit que ma mère avait été contactée et convoquée pour un entretien à son retour. Ses vacances prévues de 2 semaines se sont soudainement transformées en un voyage de 5 jours. Elle a réservé un vol de retour anticipé. A-t-elle dit pourquoi? Ai-je demandé? Elle semble croire que tout peut être expliqué. Bien sûr qu'elle le croyait. Elle pensait qu'elle rentrait à la maison pour gérer un autre problème. Elle n'avait aucune idée que pendant qu'elle traversait l'Atlantique, chaque parcelle de contrôle sur laquelle elle comptait était en train de disparaître. 5e partie. 5 jours plus tard, elle est rentrée à la maison en souriant. Ma mère est revenue le 5e jour, vêtue d'un manteau de voyage crème et arborant le sourire calme qu'elle utilisait chaque fois qu'elle croyait contrôler la situation. Je le sais parce que la caméra du couloir a capturé son arrivée et j'ai plus tard regardé les images. Elle est sortie de l'ascenseur en tirant sa valise et a souri en direction de mon appartement. Peut-être s'attendait-elle à ce que je sois gêné d'avoir appelé à l'aide. Au lieu de cela, elle a trouvé une serrure remplacée, un avis de saisie officiel sur la porte, et 2 agents qui attendaient dans le couloir. Son sourire a disparu. Sa première question n'a pas été de savoir si j'étais en sécurité. C'était, où est Lydia? Puis elle a remarqué le concierge tenant une enveloppe officielle contenant la petite clé en laiton récupérée dans un compartiment de ses bagages. Son visage a changé immédiatement. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue blême. Pas parce que quelqu'un la menaçait, pas parce que j'attendais avec un plan de vengeance dramatique. La clé qu'elle avait traitée comme insignifiante était maintenant scellée dans un sac sécurisé. Elle a accepté d'aller au bureau, toujours convaincue qu'elle pourrait tout expliquer. Son histoire a commencé de manière prévisible. J'étais fragile. J'étais anxieuse. Elle m'avait protégé. Le traitement avait été mis de côté pour mon propre bien. La clé avait été prise accidentellement. Le chargeur devait s'être mélangé à ses affaires. Mais chaque explication contredisait une autre. Si la clé était accidentelle, pourquoi m'avait-elle dit que je ne devais pas sortir? Si le chargeur était accidentel, pourquoi avait-elle dit à Rachel qu'il me rendait anxieuse? Si elle avait simplement mis les soins de côté,
Pourquoi était-il derrière une nouvelle serrure qu'elle contrôlait? Puis les agents ont joué son message vocal me demandant de tout arranger en privé. Ils lui ont montré le texto disant qu'elle avait placé mon traitement quelque part où je ne pouvais pas continuer à le prendre. Ils ont évoqué le récit de Rachel sur le commentaire à l'aéroport concernant la suppression des distractions. Ma mère a cessé de nier chaque fait individuel et a commencé à insister sur le fait que ses intentions étaient mal comprises. Les intentions sont devenues son dernier refuge. Elle avait l'intention d'aider, l'intention de me forcer à me reposer, l'intention de me protéger. Mais quand vous retirez intentionnellement l'accès aux soins, à la communication et la capacité d'ouvrir une porte à quelqu'un, l'intention n'efface pas le résultat. Je n'ai pas vu l'entretien moi-même. J'étais encore au centre de soins. Ma confrontation a eu lieu plus tard, après sa libération, pendant que la procédure se poursuivait et qu'on lui avait dit de ne pas entrer dans mon appartement. Elle est arrivée croyant pouvoir me parler avant que les choses n'empirent. Le personnel l'a arrêtée parce que je l'avais retirée de mes autorisations. Une infirmière est entrée dans ma chambre. Il y a une femme qui demande à vous voir. Elle dit que c'est votre mère. Vous n'êtes pas obligé de la recevoir. J'ai envisagé de refuser. Au lieu de cela, j'ai dit qu'elle pouvait entrer, mais que quelqu'un devait rester avec moi. Une infirmière est restée près de la porte. Ma mère est entrée, paraissant plus petite que dans mes souvenirs. Lydia, ça a assez duré. Pas est-ce que tu vas bien? Pas je suis désolé. Cette phrase a effacé mon dernier doute. Asseyez-vous, ai-je dit. Elle est restée debout. Tu as raconté des affaires familiales privées à de parfaits étrangers. Ta sœur est dévastée. Tout le monde agit comme si je t'avais délibérément fait du mal. As-tu pris la clé intérieure? Je t'empêchais de sortir errer dehors. Son explication de la clé accidentelle a disparu. As-tu enfermé la boîte de soins? Parce que tu étais obsédé par ça. Un spécialiste te l'a-t-il dit? Je suis ta mère. Je te connais. As-tu pris mon chargeur? Ses yeux se sont plissés. Tu avais besoin de repos. 3 questions. 3 aveux enrobés d'inquiétude. L'infirmière n'a rien dit mais a pris une note. Ma mère a remarqué. Merveilleux. Maintenant, on me traite comme une conséquence légale. Le vieux réflexe est monté en moi. La calmer. La rassurer. Rendre la pièce confortable. J'ai failli obéir. Puis je me suis souvenu du crochet vide à côté de la porte et du sac derrière la vitre. J'ai laissé le réflexe mourir. Tu n'as pas le droit de me rendre responsable de la façon dont les faits sonnent. Elle m'a dévisagé. Tu continues de parler de ce que tu voulais dire, ai-je continué. Je parle de ce que tu as fait. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vas-tu vraiment me faire ça? A-t-elle murmuré. Même maintenant, les conséquences de ses choix étaient devenues quelque chose que je lui faisais supposément subir. Non, ai-je dit. Je vais arrêter de l'empêcher. Je m'attendais à me sentir triomphante après le départ de ma mère. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais épuisé. Le vrai changement n'était pas un discours parfait suivi d'une confiance instantanée. Je voulais toujours son approbation. Je me demandais encore si j'étais allé trop loin. Chaque fois que la culpabilité faisait surface, je revenais aux faits. Le placard verrouillé existait. La clé manquante existait. Le téléphone mort existait. Les messages existaient. L'état de santé existait. Les faits sont devenus quelque chose de solide à quoi se raccrocher chaque fois que l'émotion tentait de me tirer en arrière. 2 jours plus tard, les agents ont appelé avec un nouveau développement. Les dossiers de la clinique montraient que ma mère avait personnellement récupéré mon renouvellement. Elle l'avait signé. Elle ne pouvait plus prétendre qu'elle croyait que j'avais assez de soins ailleurs. Elle l'avait récupéré, l'avait apporté dans mon appartement et l'avait placé derrière une serrure. Les agents avaient aussi des relevés d'appel montrant que j'avais essayé de la contacter avant que mon smartphone ne meure. Ce n'était plus une seule preuve. C'était une chaîne. Ma mère a réagi en changeant de tactique. Au lieu d'insister sur le fait que rien ne s'était passé, elle a dit à des parents qu'elle avait pris une décision difficile en tant qu'aidante. Les étrangers ne comprenaient pas. Une tante a appelé et a suggéré de régler l'affaire en privé. J'ai posé une question. Si je n'avais pas trouvé le téléphone d'urgence,
serions-nous encore en train de parler de la réputation de la famille? Elle est restée silencieuse. Je me suis arrêté là. J'avais une nouvelle règle. Je m'expliquerai une fois. Je n'auditionnerai pas pour être cru. Avec Rachel, c'était plus difficile. Elle est revenue plus tôt et a demandé à me voir. J'aurais dû répondre à ton message, a-t-elle dit. Oui. Elle a tressailli. Maman m'a dit que tu avais plein de soins et qu'un voisin passait te voir. Ça, c'était nouveau. Quel voisin? Rachel a baissé les yeux. Je n'ai jamais demandé. Ma mère avait inventé un filet de sécurité imaginaire, et Rachel l'avait accepté parce que remettre en question l'histoire aurait pu perturber le voyage. Tu savais que j'étais faible. Je savais. Tu as vu mon message sur les soins après notre atterrissage et tu n'as quand même pas appelé. Des larmes se sont accumulées dans ses yeux. Je pensais que maman gérait la situation. Ma colère envers Rachel était différente. Elle n'avait rien verrouillé ni pris la clé, mais elle avait délégué son jugement à la personne qui l'avait fait. Elle a finalement accepté de fournir aux agents la discussion de voyage familial complète plutôt que des captures d'écran sélectionnées. Cette décision a révélé le message le plus accablant à ce jour. Le matin du vol, ma mère avait écrit « Une fois que nous serons partis, Lydia ne pourra pas nous courir après ou se mettre dans un état de panique. » Je me suis assuré qu'elle n'ait aucune raison de quitter l'appartement. Rachel avait répondu avec un emoji qui rit, supposant que notre mère voulait dire que j'avais des provisions et que je devais me reposer. Seule, la phrase aurait pu paraître ambiguë. Combinée avec la clé manquante, c'était différent. Les agents ont demandé si le fait de le voir changeait ma volonté de continuer. Mes mains sont devenues froides. Menacer de rendre des comptes est facile quand on croit secrètement que les conséquences n'arriveront jamais. Une fois qu'elles arrivent, on découvre si notre limite était réelle. Ma mère a appelé d'un autre numéro ce soir-là. J'ai répondu automatiquement. Lydia. Lydia, s'il te plaît. Il parle de démarche formelle. Comprends-tu ce que cela pourrait me faire? Sa voix semblait effrayée. Un instant, je me suis souvenu des anniversaires, des vacances, des bols de soupe quand j'étais affaibli. Tous les souvenirs qui ne cadraient pas parfaitement avec le mot méchante. Les gens sont rarement cruels à chaque minute. C'est ce qui rend certaines relations si difficiles à comprendre. Je comprends, ai-je dit. Elle a expiré. Alors dis-leur que c'était un malentendu. Non. Silence. Lydia. Je comprends ce que les conséquences pourraient te faire. Tu ne t'es jamais arrêté pour comprendre ce que ta décision pourrait me faire. Elle s'est mise à pleurer. Je suis toujours ta mère. Et j'étais toujours la personne derrière cette porte verrouillée. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Peut-être que oui. De la seule façon dont elle comprenait l'amour, mais l'amour sans respect était devenu une autre excuse que je refusais d'accepter. Avant de raccrocher, elle a dit, si tu continues, tu me perdras. Des mois plus tôt, ces mots m'auraient peut-être détruite. J'ai regardé le bracelet d'identification autour de mon poignet. J'ai failli me perdre moi-même en essayant de ne pas te perdre. Puis j'ai mis fin à l'appel. Auriez-vous arrêté parce qu'elle était de la famille ou continué en sachant que la protéger des conséquences pourrait lui apprendre qu'elle pouvait recommencer? J'ai passé 2 nuits à me poser cette question. Le 3e matin, j'ai signé ma déclaration finale, demandé une ordonnance de protection et dit aux agents que je coopérerais pleinement. Ma mère avait passé des années à enseigner à tout le monde autour d'elle que les conséquences appartenaient aux autres. Chaque fois qu'elle dépassait une limite, la famille s'adaptait. Quelqu'un pardonnait en premier. Quelqu'un changeait de sujet. Quelqu'un disait, c'est juste sa façon d'être. Cette fois, personne ne pouvait réarranger la réalité assez vite pour la protéger. L'enquête s'est poursuivie. Les éléments ont été examinés et des démarches formelles ont suivi concernant le fait de m'avoir gardé isolé et les circonstances qui ont mis mon bien-être en danger. Le processus officiel a été beaucoup moins théâtral que les gens ne l'imaginent. Principalement de la paperasse, des entretiens, des avocats, des audiences et de l'attente. Mais cette machinerie ordinaire est devenue sa propre forme de justice parce que ma mère ne pouvait pas l'interrompre avec la culpabilité, la colère ou une discussion familiale privée. Une autorité compétente a émis une ordonnance lui interdisant de me contacter directement ou d'entrer dans mon appartement.
La femme qui portait autrefois une clé de rechange pour presque toutes les parties de ma vie ne pouvait plus légalement se présenter à ma porte. J'ai quand même changé la vieille serrure. Le concierge a installé un pen dormant moderne qui s'ouvrait normalement de l'intérieur. Le premier soir de mon retour à la maison, je suis resté à côté, tournant la poignée dans les deux sens. Ouvert. Fermé. Ouvert. Une si petite chose. Pourtant, chaque clic me rappelait que quitter ma propre maison ne dépendait plus de la permission de quelqu'un d'autre. Les conséquences sociales ont atteint ma mère avant la fin de la procédure officielle. Elle a dit à des parents que j'avais réagi de manière excessive. Puis Rachel, peut-être par culpabilité ou parce qu'elle en avait finalement assez des mensonges, a partagé les messages complets avec notre famille immédiate. Capture d'écran, date, le commentaire à l'aéroport. La phrase sur le fait de s'assurer que je n'avais aucune raison de quitter l'appartement. Les parents qui m'avaient appelé pour me demander de faire preuve de pitié ont soudainement arrêté. Un oncle qui m'avait sermonné sur la protection de la famille a envoyé de courtes excuses. Je les ai acceptées sans prétendre que cela réparait tout. Rachel et moi ne sommes pas non plus devenus proches par magie. Elle s'est excusée, a donné la vérité aux agents et a cessé de permettre à notre mère de l'utiliser comme messagère. Pour l'instant, c'était suffisant. Ma mère a perdu quelque chose qu'elle appréciait plus que presque tout le reste. Le contrôle du récit familial. Pendant des années, elle avait traduit chaque conflit pour tout le monde. Si j'étais en colère, j'étais instable. Si je créais une limite, j'étais ingrate. Si elle me faisait du mal, elle avait soi-disant été forcée de prendre une décision difficile parce que j'étais impossible à gérer. Cette fois, le document a parlé avant qu'elle ne le puisse. Des mois plus tard, l'affaire formelle s'est terminée sans une explosion dramatique lors d'une procédure. Elle a accepté la responsabilité par le biais d'une résolution négociée plutôt que de risquer de se justifier sur les éléments accumulés. Le résultat comprenait un dossier officiel, un suivi administratif, des exigences de conseil, des restrictions de contact avec moi et des obligations financières liées aux dommages et aux coûts causés par ces actions. Un accord civil distinct l'obligeait à rembourser les dépenses liées à la porte endommagée, des parties de mes frais de procédure et d'autres pertes liées à l'incident. Le montant exact importait moins que la seule chose qu'elle avait désespérément essayé d'empêcher, un dossier officiel montrant que ce qui s'était passé n'était pas simplement un malentendu familial privé. Elle pouvait se raconter l'histoire qu'elle voulait. Elle ne pouvait plus forcer tout le monde à vivre à l'intérieur. Elle a également quitté un poste de direction bénévole après que les gens là-bas ont appris l'affaire officielle. Je ne les ai pas contactés. Je n'ai pas publié son nom en ligne ni créé de campagne publique contre elle. Je n'ai pas eu besoin d'enjoliver la vérité. Une fois qu'elle a cessé d'être cachée, elle avait suffisamment de poids par elle-même. La conséquence qu'aucun document n'a ordonné l'a peut-être le plus blessée. Rachel a cessé de l'inviter à chaque décision familiale. D'autres parents ont établi leurs propres limites. Les gens qui riaient nerveusement quand elle insultait quelqu'un ont commencé à dire non. Les gens qui lui permettaient de gérer chaque rassemblement ont commencé à faire des plans sans elle. Son autorité avait toujours dépendu de l'accord de tous sur le fait que lui résister était plus épuisant que de lui obéir. Une fois cet accord disparu, la plupart de son pouvoir a disparu avec lui. Plusieurs mois plus tard, elle a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat car le contact direct restait restreint. J'ai failli la jeter. Au lieu de cela, je l'ai lue en présence de mon thérapeute. Le début semblait familier, stress, explication, épuisement, des années à se sentir soi-disant responsable de moi. Puis, vers la fin, est venue une phrase différente de tout ce qu'elle avait dit auparavant. Je croyais qu'être votre mère me donnait le droit de décider quand votre jugement ne comptait plus. Je l'ai lu 3 fois. Il n'y avait pas de mais, pas d'accusation, pas de demande que je lui pardonne. Ce n'était pas suffisant pour restaurer la relation. Une phrase juste ne pouvait pas effacer une porte que je n'avais pas pu ouvrir, mais c'était la première fois qu'elle décrivait ce qu'elle avait fait sans déguiser le contrôle en amour. J'ai choisi de ne pas répondre. Certains parents ont trouvé cela étrange. Ils supposaient que la responsabilité nécessitait une confrontation finale, un discours parfait où j'expliquerais tout ce qu'elle avait perdu. J'avais déjà assez expliqué. Le silence était différent maintenant. Avant, le silence m'avait été imposé. Cette fois, c'était à moi de le choisir. Environ 1 an après le voyage, j'ai déménagé dans un autre appartement. Rachel m'a aidé à porter des cartons.
Notre relation est restée prudente et imparfaite, mais au moins elle était honnête. En déballant, elle a trouvé le vieux téléphone à clapet de secours. « Tu as gardé ça ?» a-t-elle demandé. Je l'ai retourné dans ma main. L'écran était rayé et la batterie fonctionnait à peine. Mais ce vilain petit téléphone séparait deux versions de ma vie. Avant cet appel, je croyais que maintenir la paix était le prix à payer pour appartenir à ma famille. Après, j'ai compris que la paix achetée en renonçant à sa sécurité n'est pas la paix. Ouais, ai-je dit, je le garde. Elle a hoché la tête. Je l'ai placé dans le tiroir supérieur de mon bureau, non pas comme un rappel d'avoir été piégé, mais comme un rappel du moment où j'ai cessé d'attendre que la personne qui m'avait piégé devienne la personne qui m'a sauvé. Les gens demandent parfois si voir ma mère faire face aux conséquences m'a rendue heureuse. La réponse est compliquée. Il y a eu du soulagement, de la colère, du deuil pour la mère que j'espérais qu'elle deviendrait. Certains matins, elle me manquait et je détestais qu'elle me manque. D'autres matins, j'ouvrais ma porte d'entrée et je ressentais une bouffée de liberté presque ridicule. La justice n'avait pas le goût d'une musique de victoire. C'était comme refuser enfin de payer la facture pour les choix de quelqu'un d'autre. Ma mère voulait 5 jours en Europe sans le fardeau de s'occuper de moi. Elle a eu ces 5 jours. Ce qu'elle a perdu par la suite, c'est la confiance inconditionnelle qu'elle avait tenue pour acquise, l'autorité qui la protégeait et la version de moi qui s'excusait chaque fois qu'elle dépassait une limite. Cette version n'est jamais revenue. C'était peut-être la conséquence qu'elle comprenait le moins. Elle pensait que les intervenants étaient la punition. Elle pensait que l'ordonnance officielle était la punition. Elle pensait que perdre son statut au sein de la famille était la punition. Mais la vraie fin était plus simple. Elle est revenue en s'attendant à déverrouiller ma porte et à reprendre la relation que nous avions toujours eue. Au lieu de cela, elle a découvert que la porte qu'elle avait vraiment fermée était celle qui ramenait à ma vie. Si la personne qui vous a abandonné lorsque vous étiez au plus faible faisait enfin face aux conséquences qu'elle avait évitées pendant des années, vous sentiriez-vous satisfait? Ou une partie de vous pleurerait-elle encore ce que cette relation aurait dû être? J'ai appris que les deux sentiments peuvent exister en même temps. La responsabilité n'a pas effacé mon passé. Elle a simplement empêché le passé de décider de la suite. Nous apprécions sincèrement votre temps et votre soutien aujourd'hui. Tous les événements et personnages sont fictifs et créés uniquement à des fins de divertissement dramatique et éducatif. Nous espérons que cela vous rappelle que votre tête n'est pas un endroit où les gens devraient être autorisés à revenir quand bon leur semble. Vous méritez de la constance, pas l'attention occasionnelle de personnes qui ne se retournent que lorsqu'elles se sentent vides.